Alors aujourd'hui, on est invité de Marc, la personne du docteur Jean-Claude Deloy. Alors, le docteur Deloy est un physiatre français qui a travaillé toute sa vie avec passion. Il m'a confié qu'il n'avait jamais raté un seul jour de travail. Donc, en toute sa carrière, c'est quand même correct. Alors, le docteur Deloy est spécialiste en médecine physique et rééducation fonctionnelle, en médecine du sport, en biomécanique de l'appareil locomoteur, en électromyographie, en médecine manuelle et en ostéopathie. Alors, il sera jubilé à la SOSOL. La SOSOL est un organisme international de professionnels de la santé qui œuvre dans le domaine du traitement conservateur de la scoliose. Et donc, en 2017, pour ses 50 ans de service en médecine, dont plus de 40 maintenant auprès des patients scoliosiques. Il est impossible de résumer la carrière de notre scientifique en peu de mots, alors quand même, voici brièvement ses plus grandes contributions. Il est l'auteur de 33 parutions internationales, dont deux a reçu le prix de la meilleure publication par la SOSOL en 2010. Il a écrit 20 chapitres de livres et également rédigé 2 livres sur la rééducation et le traitement orthopédique conservateur de la scoliose. Il est l'actuel président du Centre européen de colonne vertébrale et de la CIRAC, qui est la Société internationale sur la recherche des études de la Chine. Et puis, il a été président de la SOSOL en 2013. Il a été responsable de 73 reconnaissances du service ambulatoire et du service de documentation au Centre d'énergie à Lyon, sous la direction du Dr Pierre Stagnera, qui est le célèbre inventeur du corset lyonnais. Il est depuis 1987 responsable du service de médecine orthopédique à la clinique du parc à Lyon. Mais avant tout, le docteur Deloy est un homme de cœur qui a cherché sans relâche toute sa vie une meilleure solution pour aider les enfants et les adultes aux prises avec la scoliose et l'hyperstose. Et c'est donc récemment qu'il est parvenu avec son tout nouveau Heart Race, qu'il vous présentera avec toute l'éloquence qui le caractérise, tout au cours de la journée. Alors, merci docteur de moment, on l'accueille chaleureusement. Alors, le premier, donc aujourd'hui, on va voir une série de modules, je crois 5 ou 6. J'ai modifié un tout petit peu l'ordre pour ceux qui étaient hier. En fait, j'ai mis en dernier le 3D et on va commencer ce matin par les autres aspects. J'ai avancé l'éthiopathogénie, j'ai fait quelques petites modifications, mais je pense que c'était plus dans la logique des choses. Alors, l'historique du traitement orthopédique de la scoliose, c'est une diapo que j'ai repris de Didier Faure, qui m'ennuie un peu parce qu'il me place en fin de liste. Mais la scoliose, le traitement de la scoliose, du moins, a suivi une longue évolution tout au cours des années. Et ce qu'on utilise aujourd'hui est le fruit de tout le travail de nos prédécesseurs. Alors, la scoliose a toujours été liée à la bipédie, à la verticalisation, et l'un des plus anciens squelettes retrouvés, c'est en Allemagne, près d'Heidelberg, où on a retrouvé ce squelette scoliotique de l'époque néolithique. Mais il est évident que l'idée, c'est à partir de la verticalité ou avec la verticalité que va se développer la scoliose. Alors, il y a également d'autres pathologies. Chez les Égyptiens, on retrouve des scolioses polymyélitiques, parce qu'on a des inégalités de longueur de membre inférieur. Il y a sûrement également des maux de Pott. La tuberculose était beaucoup plus fréquente autrefois qu'elle ne l'est actuellement. Détruisant une partie des corps vertébraux, automatiquement, du fait de la bipédie, il y a souvent des syphoses, mais également des scolioses qui vont se développer. Donc, la scoliose existe depuis quasiment toujours, avec des étiologies donc, qui ont varié un petit peu au cours des temps. On se rapproche un petit peu avec moins 500 ans avant Jésus-Christ. Ésope, le fabuliste grec, était considéré, toujours représenté avec une bosse dans le dos, avec une syphose,
Scyphoscoliose probablement, et puis cette saillie, cette carène thoracique en avant. Il y a une de ces statues qu'on peut voir à Rome. Donc c'est quelque chose d'ancien. Alors, comment est-ce que était gérée à cette époque-là la scoliose? Il y avait des malformations congénitales. Donc les malformations congénitales, malheureusement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et les Grecs abandonnaient les bébés au pied du Montagette, sachant qu'on ne pouvait rien faire pour eux. C'est à peu près pareil à l'époque romaine. Les lois de Romulus ont repris un petit peu les Grecs, mais bon, par insuffisance de moyens. Alors Hippocrate, on remonte un tout petit peu, on se rapproche, 400 avant Jésus-Christ. Lui, il a eu le mérite de mettre sur papier un petit peu toutes les traitements, de faire un résumé de toutes les techniques de traitement qui existaient à cette époque. Donc, dès qu'on arrive à codifier l'expérience en empirisme, ça devient un peu une science. Et il a décrit un lit qui s'appelle le scanon, qui est une sorte de table de traction avec une méthode un petit peu brutale, on peut dire, pour essayer de réduire les gibbosités, mais je pense qu'il s'agissait plus de traumatisme de champ de bataille que de véritable scoliose. Voilà, donc d'autres descriptions. Ça a été repris après dans des livres arabes où on a retrouvé la description, mais les techniques n'ont pas changé beaucoup. Voilà, ça c'est dans le livre arabe, avec toujours un lit de traction. Alors, ça peut être une suspension, une décoaptation par suspension. On retrouve dans ce livre, ce qui est un petit peu, on peut dire, l'ancêtre de la version vertébrale. Voilà, donc à l'époque romaine, peu de modifications. On peut malheureusement pas faire grand-chose pour les malformations des enfants tout petits, mais quand même signaler, vous voyez, le fait qu'il y ait des représentations, des mosaïques avec une représentation donc de la gibbosité, de la bosse, interpelle un tout petit peu. Ça veut dire quand même qu'ils étaient intégrés dans la société. Donc le fait qu'on puisse représenter, puis cette mosaïque qui est en Turquie, qu'on retrouve au musée de Turquie, donc le Scyphos qui est toujours associé à un aspect un peu équiphalique, avec cette inscription, et vous, qui interpelle un petit peu le regard des autres, qu'on connaît bien quand on est obligé à l'heure actuelle de mettre un corset à un enfant adolescent. Donc comment est-ce qu'il va réagir? La peur de l'enfant, c'est toujours d'affronter l'école et d'affronter les autres. Donc déjà à cette époque-là, c'était un élément important. Et au niveau des évangiles, donc il n'y a pas beaucoup de miracles qui concernent la colonne. Il y en a même un dans l'évangile de Saint-Luc, donc le chapitre 13, paragraphe 10-13, donc vous les avez ici. Alors, elle est représentée sur la basilique de Montréal à Palerme, que je connais bien, puisque je consulte régulièrement à Palerme depuis 25 ans. Et on s'était beaucoup posé de questions sur cette femme qui manifestement est une cantocornie. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une cantocornie. Et la caractéristique de la cantocornie, c'est que le matin, on peut voir, c'est une fonte musculaire le long de la colonne vertébrale, sur le système automatique, les muscles automatiques. Et au cours de la journée, donc, petit à petit, il n'y a plus de tension le long de la colonne et la patiente va se plier. Donc c'est une scyphose qui est réductible, contrairement aux scyphoses arthrosiques, même ostéoporotiques. Donc c'était peut-être un petit peu plus facile de faire un miracle sur une cantocornie.
Galien, c'est le premier vraiment à identifier, à définir la scoliose. C'est 200 ans à peu près après Jésus-Christ. Jusqu'à présent, Hippocrate parlait de spina luxata, c'est-à-dire de colonne luxée, de corps vertébraux luxés. Et c'est Galien donc, qui va donner son nom à la scoliose. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence dans les traitements. C'est toujours une traction le long, enfin un glissement le long, une translation le long de l'axe vertical par des moyens. On tire sur les pieds, on tire un peu sur le menton et puis on va appuyer sur la givosité, pression sur la givosité. Ça ne change pas beaucoup en fait. Alors, bien sûr, avant la découverte par Christophe Colomb, on peut dire avant Christophe Colomb, les corsets étaient déjà utilisés dans les civilisations précolombiennes, et on retrouve ces corsets en écorce qui étaient reliés ici, serrés par des lanières en fibre végétale, des lanières en fibre végétale qui tenaient fermé le corset. Là encore, je pense, c'était des fractures de colonne au cours de combats, de guerres locales. Et pour ceux qui n'étaient pas paraplégiques, on essayait de tenir, c'est un petit peu empirique, de maintenir la colonne en attendant que l'os cicatrise. Il en est de même pour Ambroise Paré, donc là, on est après la découverte avec Christophe Colomb, et au Moyen-Âge, donc c'est un corset en fer qui dérivait un peu des armures utilisées au Moyen-Âge, avec soit en deux parties, soit sur ce corset avec une articulation postérieure qui s'ouvrait un petit peu par devant. C'était les possibilités de l'époque, bien sûr, avec quelque chose de plus résistant, mais qui nécessitait bien sûr un ferronnier très habile pour tenir compte de la déformation. Voilà le livre d'Ambroise Paré. Oui, la technique ne change pas beaucoup. Le texte d'Ambroise Paré, on est encore un peu comme Hippocrate. Alors ça, c'est intéressant au niveau psychologique, un peu au niveau perception de cette déformation scoliotique. Donc, il y avait déjà la notion, Ambroise Paré, que c'était les filles, mais bon, c'est pas très flatteur derrière, une molasse libyenne bossue. Donc, c'était un peu une hypotonie, associée un peu l'hypotonie, et sans doute la laxité, l'hyperlaxité à l'évolution de la scoliose. Voilà. Alors, intéressant aussi, les corsets en fer, il est bien rembourré, changé tous les 2-3 mois en 3 mois. Donc il changeait le corset de 3 mois en 3 mois. Il refaisait un corset de fer de 3 mois en 3 mois pour essayer de corriger. Donc corselet pour dresser un corps tordu. C'est des vieux français. Voilà. En Angleterre, 1651, on remonte toujours, 1671 pour la publication, il y a Guisson, et qui fait le lien un petit peu entre rachitisme et scoliose. La racine rachitique, rachis, rachitisme, ça va un petit peu ensemble. Et on rappelle les consultations, les premières consultations de pédiatrie à l'hôpital, on avait encore la moitié des enfants qui avaient du rachitisme, c'est-à-dire le bouchon de champagne sur les côtes, etc. Ce qui explique sans doute qu'on avait des scolioses infantiles, beaucoup plus de scolioses infantiles que l'on en a actuellement. Je pense que les scolioses infantiles ont beaucoup diminué avec le traitement du rachitisme systématique. Le traitement à l'époque n'était pas très agréable. C'était l'huile de foie de morue. Je me rappelle la bouteille d'huile de foie de morue qui était sur
sur le sommet du placard de la cuisine, on regardait ça avec terreur. Là, ce n'est pas le Védrogile qu'on a actuellement. Voilà donc pour le rachitisme. Et puis, en même temps, vont apparaître, il y a 1772, les premiers corsets, alors qui utilisent un petit peu d'autres principes que le corset de fer, avec ici une traction dans l'axe, une espèce de bonnet qui tenait la tête, et une traction progressive, réglable en arrière, pour essayer de redresser l'enfant. Traité du rachitisme, donc il associait bien ça aussi au rachitisme à l'époque, avec l'art de redresser les enfants contre fer chez l'infanterie. Alors, il y a eu différentes variantes. Ça, c'est toujours le rocher. Ça, c'est une variante de la croix d'une mentonnière, donc qui permettait, pareil, d'avoir un effet de traction. Un contre-appui qui est un petit peu plus marqué sur le bassin. On sent que cette translation le long de l'axe vertical devient plus sophistiquée au fur et à mesure que l'on avance dans le temps et que les techniques du traitement à disposition, le travail du cuir, etc., sont plus efficaces. Alors vous avez le fauteuil de Vacher qui est intéressant parce que c'est la première fois qu'on va non plus s'intéresser à l'axe vertical, mais enfin, c'est toujours dans l'axe vertical, mais c'est plus une translation, c'est une rotation autour de l'axe vertical. Donc vous avez cette espèce de fauteuil de dérotation, on peut dire, cette première manœuvre de dérotation que l'on peut retrouver dans la littérature. Les années 1800, 19e siècle, 1800-1850 vont voir l'apparition de centres de traitement orthopédique avec une mécanothérapie toujours plus sophistiquée, des grandes machines à vapeur qui faisaient tourner des sortes de kinétèques un petit peu développées. Alors le premier, c'est vers 1780, c'était en Suisse, à Orbe, c'est Venel, Jean-André Venel, c'est le premier véritablement centre de rééducation où vous aviez donc des kinésithérapeutes, qui ne s'appellent pas encore comme ça à l'époque, des physiothérapistes qui étaient là pour traiter ces enfants, prendre en charge ces enfants, avec des techniques, je pense, qui relevaient plus de l'entraînement sportif des soldats qu'on pouvait connaître à l'époque. Alors, sont décrits à partir de ce moment-là beaucoup de corsets, celui de Venel, donc, avec un corset réglable, c'est toujours en fer, avec des systèmes de translation dans l'axe. On retrouve toujours les systèmes de translation dans l'axe, avec le réglage ici en arrière. Et puis, Delpech, Jean-Mathieu Delpech, donc 1828, qui va à Montpellier, il avait créé un institut d'orthopédie de Montpellier, qui est un peu à l'extérieur de la ville, et pour aller en ville, il y avait ce chariot rotateur qui permettait d'assouplir, j'imagine, la colonne tout autour de l'axe vertical, donc un cheval bien sûr, et puis l'enfant était dans ce chariot et on profitait du déplacement du chariot et des petits crans derrière pour faire, ce que je disais tout à l'heure, une sorte de kinétèque, une mobilisation du rachis en rotation le long de l'axe vertical. Voilà les balançoires, et on commence à utiliser le proprioceptif, les échelles, et puis le cuir, l'utilisation du cuir. Alors bien sûr, les corsets en fer ont résisté un petit peu plus que ceux en cuir et acier. Mais je pense qu'ils existaient déjà, ils étaient contemporains. Et dans le 19e siècle, on en trouve beaucoup de modèles, et pratiquement tous, dans la plupart des corsets qu'on utilise actuellement, les grands principes se retrouvent dans ces livres d'appareillage.
Alors Delpech parlait d'orthomorphie, pour lui c'était le terme d'orthomorphie qu'il utilisait, et c'est Nicolas Andry né à Lyon qui lui avait créé le terme d'orthopédie, donc redresser un enfant. Orthomorphie c'était plus la posture, et orthopédie c'était, on sentait plus le moyen mécanique de redresser. Et c'est finalement le terme de Nicolas Andry qui va être utilisé pour définir le traitement des scolioses. Sans que, bien sûr, qu'on élimine les termes, enfin tout ce qui se rapportait à la posture, on en tient compte aussi. Et c'est Nicolas Andry donc, qui a créé l'arbre torse, qui reste le symbole de la plupart des sociétés d'orthopédie actuellement dans le monde entier. Avec son petit livre qui a fait un facsimilé. Alors, on a vu tout à l'heure 1700, 1780 à peu près, Venelle en Suisse, à Lyon, c'est Jean-Gabriel Pravas, qui est l'inventeur de la seringue, ça vous le savez tous, mais c'était également, il était le fondateur et le dirigeant d'un centre orthopédique et pneumatique. Pourquoi pneumatique? Parce que c'était des machines à vapeur qui faisaient tourner, c'était de la mécanothérapie, qui faisait tourner, donc son centre était à Choulan. Alors après, il y a eu sur le même emplacement l'hôpital de Brousse, qui était l'hôpital d'enfants, et actuellement, l'hôpital d'enfants a été transféré. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a, ça doit plus être à l'usage médical. Donc, c'est 1835 avec ces nouvelles méthodes pour traiter les déviations de la colonne, sa gymnastique appliquée au traitement de quelques pathologies constitutionnelles. Alors, il avait créé cette espèce de chariot qui est assez intéressant dans son utilisation, toujours des lits de traction qui ressemblent un peu à la traction vertébrale nocturne. Et puis il y avait aussi une piscine, il y avait la thérapie, il y avait un petit peu tous les éléments que l'on retrouve actuellement. Intéressant aussi, c'est la balance orthopédique de 1827. Donc, qui à mon avis, c'est ce que j'ai retrouvé de plus ancien dans un travail un petit peu proprioceptif et sur plateau masculin, sachant que dans la scoliose, oui, ils n'avaient pas les moyens d'investigation électropathogénique comme actuellement, mais s'étaient bien rendu compte que ces enfants avaient des déficits au niveau vestibulaire et que c'était intéressant de les traiter donc, par des systèmes de plateau masculin, de balançoire, des choses comme ça. Donc, il y avait déjà une intégration de beaucoup de composantes que l'on utilise actuellement dans le traitement des scolioses. Alors on a parlé de Montpellier, on a parlé de Lyon, il y avait également à Paris, bien sûr, Jules-René Guérin, c'est à peu près la même époque, il a créé un institut d'orthopédie de Paris. Donc tout à l'heure on a vu l'introduction de la rotation, et là, pour la première fois, je crois, on va parler du plan frontal, donc d'un bending, une sorte de bending, avec cette espèce de lit en deux parties, qui va permettre de réaliser un bending dans le plan frontal. On appelle ça planche articulée de déflexion de Guérin de 1842. Petit à petit, tout se met en place. Alors, bien sûr, je vous ai parlé de ce que je connaissais en France, mais dans toute l'Europe, on reproduisait à peu près les mêmes modes de prise en charge. Donc en général, d'anciens couvents qui étaient reconvertis en institut de réadaptation, avec pour ici le centre de Würzburg, cette espèce de fauteuil roulant avec une traction qui est la première chose qui m'a frappé quand j'étais arrivé au centre des Massues, jeune médecin, c'était de voir dans le couloir tous ces patients qui avaient un halo crânien et qui étaient en traction dans un fauteuil par halo crânien.
pourtant j'avais l'habitude des tractions de Crutchfield, de Talangier et tout, mais j'avais jamais vu encore ce système par l'eau, mais en fait il existait déjà bien avant, c'était une méthode classique de traitement de la scoliose. Alors, en même temps, donc, l'aspect orthopédique, mais l'aspect posture était également développé en parallèle. Là, vous avez l'Institut d'orthopédie de Zurich, donc de très grande réputation, c'est Schultes. Il a décrit énormément de choses, il a fait des livres très intéressants. Donc, pareil, ça s'économise, à refouler les épaules, appareil à soulever les côtes, appareil pendule de hanche, et appareil à rotation, un petit peu comme on a vu tout à l'heure. Donc, non seulement la correction orthopédique, mais également prise en charge de tout l'aspect un peu proprioceptif. Alors, des aspects, voilà, des liens en flexion latérale qui correspondent un petit peu à ce qu'on a vu chez Pavaz à Lyon. Et puis l'appareil à flexion latérale de Schultes, qu'on imagine très bien pour une scoliose lombaire avec ce qu'on appelle nous l'assassin, l'altération structurale et symétrique du socle lombaire, c'est-à-dire ce tilt de L4 qui fait que vous avez un ligament lombaire qui est beaucoup plus rétracté dans la concavité. Et en kinésithérapie, ça s'appelle l'ouverture de l'angle lombaire. Donc j'imagine que ce système-là devrait permettre de mobiliser sur la base de la colonne ces ligaments ilio-lombaires. Bien sûr, quelques exemples. Pareil de détorsion, donc on repart toujours le long de l'axe vertical avec cette association donc, de translation et de rotation autour de l'axe vertical. On commence à raisonner dans un plan horizontal et sur les schémas des appareils, des systèmes mécaniques, on a des coupes horizontales qui montrent l'action. On retrouve exactement notre 3 points un peu asymétriques des corsets modernes. Voilà. Donc, voilà, des systèmes 3 points relativement simples. C'est celui de Lorenz, avec des bandes de traction qui stabilisent bien la base de rachis lombaire, qui vont corriger, qui vont inverser même cette scoliose qu'on imagine thoracique droite au départ, et qui là, sur cette image, devient totalement inversée. Voilà un autre système de 1835, corset à levier de Oussard. Oussard, c'était une grande boîte à Paris de fabricants de corsets. L'imagination n'a pas de limite. Et en même temps, donc, posture, bien sûr, réduction et évaluation. Le système d'évaluation, il me semble que c'est celui de Schultes. Donc, vous voyez, il était déjà très sophistiqué, avec une reproduction, une topographie de surface dans le plan sagittal, une topographie de surface dans le plan frontal, donc avec un système qui permettait de reproduire les points caractéristiques. Et puis, vous avez votre torsionnel de Bunel, ici, qui est la forme de l'époque du torsionnel. Les corsets donc, vont se perfectionner aussi, 1890, avec des sangles élastiques. On commence à utiliser les systèmes élastiques sur une armature un petit peu fixe. On imagine un corset un petit peu plus dynamique, avec ici déjà l'ancêtre du Milwaukee, puisque vous avez le collier cervical, vous avez là deux bras antérieurs, une bonne stabilisation au niveau pelvien. Ça c'est des orthèses
élastique était utilisé à l'époque. On voit l'armature métallique et puis les sangles qui sont de côté. Voilà. Avec déjà une bonne connaissance, à mon avis, des principes de correction et de kinésithérapie des scolioses qu'on retrouvera après, par exemple, dans le Stanford, qui perfectionne encore les systèmes qui étaient décrits il y a pas une centaine aussi, maintenant une centaine d'années, c'était au début du XXe siècle. Voilà. Alors, parallèlement à tous ces corsets, l'utilisation des plâtres, les premiers corsets plâtrés vont être réalisés il y a une centaine d'années. Donc, la réalisation du plâtre était un petit peu acrobatique, parce qu'ils n'avaient pas une table aussi perfectionnée que les tables qu'on utilise actuellement. Donc, en gros, toujours le même principe, il y avait une traction dans l'axe, une translation le long de l'axe vertical. Ici, vous voyez une lordose qui est sûrement un petit peu excessive, mais enfin bon, c'est une des phases du traitement. Et puis, les bonnes sœurs qui préparaient à l'époque, il n'y avait pas de bande de plâtre, c'était de la bougie plâtrée, comme le plâtre qu'on utilise pour les murs. On utilisait les murs, on lançait des plâtres, et puis on trempait les bandes de toile dans le plâtre et on appliquait ces bandes de plâtre directement sur de l'eau. Je pense qu'il y avait une protection aussi par Genzel. Il y avait une protection par Genzel. Donc, on a vu en position allongée et puis en position verticale aussi, avec des systèmes de traction dans l'axe. C'est Abbott qui a développé au Limberg ces cadres en position debout. C'est Abbott qui a développé le premier cadre. C'est pour ça qu'on utilise souvent le terme de cadre d'Abbott pour les réductions par cadre, les plâtres faits par cadre. Vous avez vu tout à l'heure l'enfant qui était très en lordose. Là, c'est un petit peu l'inverse. C'est une syphotisation qui est très importante, mais on a déjà notre mouvement d'inflexion latérale que permettait le cadre d'Abbott. Là, c'est sûr que ce groupe-là est très corrigé. La lordose est plus mancheuse. Donc, on pouvait corriger déjà dans les trois plans. C'était une première correction un peu tridimensionnelle, rendue possible grâce au plâtre. Là, c'est sûr qu'il manque de la translation axiale. Il n'y a pas de mentonnière, il n'y a pas de traction au niveau du bassin. Et bien sûr, la syphose est beaucoup trop marquée. Donc, vous avez ici les plâtres, parce qu'ils restaient hospitalisés tout le temps du plâtre. Et à mes débuts dans la scoliose, les enfants restaient encore 3 mois, donc tout un trimestre scolaire, et une scolarité sans dessus. Et on ne les laissait pas partir, disons, chez eux avec le plâtre. Alors, vous voyez que c'est presque toujours des thoraciques droites, mais pas que. Il y a quelques enfants qui ont des thoraciques gauches, sans doute des scolioses infantiles. Voilà. Ça, c'est le cadre, donc, dit toujours d'Abbott, mais perfectionné par Cottrell. C'est celui que j'ai toujours reconnu à la fois au-dessus, avec quand même une évolution, une sophistication liée à l'utilisation des bandes plâtrées, mais beaucoup plus efficace, beaucoup plus localisées. Les appuis sont quand même davantage localisés. Donc, vous avez vu cette longue évolution au cours des siècles, et puis les choses vont un peu s'accélérer à partir de 1945, avec l'utilisation d'un remplacement du cuir, acier, par des matériaux plastiques, donc soit le polyéthylène, le polypropylène, quelquefois le polysar. Et le premier corset dérivé de celui de Chance, on a vu, l'outil existait déjà bien avant,
mais va être rationalisé sous la forme qu'on connaît du fait de l'utilisation de matériaux un petit peu différents. Le corset lyonnais que vous voyez là, qui est le premier corset lyonnais, en fait, était en cuirassier, je pense qu'on verra tout à l'heure quelques images. Ça, c'est l'utilisation du plexiglyre, du polyméthacrylate de méthyle, qui est déjà de la haute rigidité. Vous définissez la haute rigidité par un plastique que vous ne pouvez pas écarter pour mettre en place. Vous êtes obligé d'utiliser des charnières sur un mode postérieur. Là, vous pouvez écarter pour mettre en place, c'est pas de la haute rigidité. Ça, c'est de la haute rigidité. Et puis, le Boston, bien entendu, qui a été une version un petit peu dérivée d'un Milwaukee. L'idée était de supprimer la montagnère, en corrigeant tout par le bas. Le corset Chenot, et puis les corsets un petit peu plus modernes. Celui-là, c'est un corset fait pour le CMCA, un corset fait plus pour la respiration. Chaque corset, là, vous avez un appui un petit peu dynamique, une plaque métallique. C'est le corset grec qui utilise une structure basse, plus ou moins de Boston, avec cette plaque métallique. Le Sforzesco, qui est un polycarbonate symétrique à pelote, et puis le dernier, qui est la braise, donc asymétrique en polycarbonate, théoriquement sans pelote, normalement sans pelote. Donc, toute cette progression, en fait, répond à des attentes un peu différentes du corset. Le Milwaukee est un corset qui fonctionne, à mon avis, très bien jusqu'à l'âge de 11 ans, qui a quand même un gros avantage, c'est qu'il n'appuie pas directement sur la cage thoracique. Donc, vous n'avez pas de thorax tubulaire, tel qu'on pouvait le voir lorsque le corset lyonnais était utilisé chez les enfants petits. Et c'est un corset qui est relativement efficace. Il a été utilisé en France, à Toulouse, par Christian Salamova, avec des bons résultats, mais au prix d'un collier que les enfants n'appréciaient pas toujours, et surtout d'un traitement, je me rappelle, qui était prolongé souvent jusqu'à l'âge de 20 ans. Les enfants portaient le corset jusqu'à l'âge de 20 ans, mais avec des bons résultats. Donc voilà le premier corset lyonnais qui était un corset réglable. Vous voyez que le mât en acier est incurvé. Ça, c'est pour la radiographie, parce que évidemment l'acier n'était pas radiotransparent comme le duraluminium qu'on utilise actuellement, avec des systèmes réglables et puis une structure qui était en cuir. Donc, un petit peu différente. Après, il y a eu le plexiglyre, donc le polyméthacrylate de méthyle, et l'utilisation du plexiglyre a été un petit peu fortuite, je crois qu'on en parlait hier, avec un avion Messerschmitt qui était tombé près de la propriété de l'appareilleur local à Lyon, et le cockpit des Messerschmitt était en plexiglyre, polyméthacrylate. Le problème était qu'il fallait pouvoir tarauder le plastique, parce que si vous mettez un boulon derrière, évidemment sur la peau, c'est pas supporté. Donc il fallait pouvoir tarauder le plastique, et ce polyméthacrylate permettait le taraudage directement sans contre-coup, c'était un intérêt. Donc ça, c'est dans le site de la SRS, pour rendre hommage à la SRS à Lyon en 2013. Donc ils ont publié cette photo qui était le début du MSU, et j'avais encore des cheveux à cette époque. Donc vous avez Stanera, Robert Fauché qui s'occupait du service des enfants, qui est un histologiste d'origine, voilà, toutes les spécialités menacologiques, il était histologiste, et c'était un spécialiste de dysplasie, Marfan, Kinozène, etc. C'était le Maroto lyonnais. Dès qu'on voyait en France squelettique qui avait quelques traits caractéristiques, on savait comment placer un mot, ça rentrait, et bien il était capable de nous dire c'est ça. Vous avez des noms que vous pouvez peut-être connaître pour trouver dans la littérature. Bernard Biot, qui s'occupait des scolioses de l'adulte, donc il a beaucoup publié sur les scolioses de l'adulte.
Daniel Mazoyer ici s'occupait des prothèses et des amputés, c'était l'un des fondateurs de l'Association française d'appareillage. Et puis Claude Conseil qui s'occupait également des élites. Et Christiane Vauzel, c'est l'anesthésiste, l'anesthésiste de l'époque, c'est celle qui a inventé le réveil péropératoire. Parce que quand on opérait, évidemment, la préoccupation était le risque de paralysie. Et donc, ça s'est fait là aussi de façon fortuite, à l'occasion d'une intervention. À un moment, la dose d'anesthésie est plus passée chez le patient, et le patient s'est un peu réveillé, inconscient, mais a bougé un peu les pieds. Et tout de suite, ça fait tilt, on s'est dit, pourquoi ne pas, en cours d'intervention, au moment de délivrer une entraction de Hamilton, pourquoi ne pas baisser un peu la dose de perfusion d'anesthésie et essayer de faire un mouvement de pied au patient. Et ça a été le réveil opératoire, le wake-up test, qui a beaucoup intrigué les Américains à cette époque. Il y a énormément de choses qui sont nées dans ce centre de mission. Et puis, pour la kinésithérapie, donc l'une des premières modifications qu'on avait faites à l'époque, on a confié la partie médicale, et donc avec Georges Melon, on avait essayé de codifier l'empirique, la rééducation un petit peu empirique. On y reviendra puisqu'on a un chapitre aujourd'hui sur la rééducation. Et puis en 1979, les journées de la scoliose, alors le groupe d'études de la scoliose avait déjà été fondé en France, mais c'était un groupe un peu comme la sorte de recherche. Donc on présentait évidemment la recherche. À un moment, on s'est dit il faut faire une session d'éducation, il faut repartir à la base et refaire une synthèse de tout ce que l'on utilise. Donc c'était l'objectif de ces journées qu'on avait faites et qui ont dépassé toutes nos espérances, puisque j'étais secrétaire de cette association, un jeune médecin qui fait toujours les travaux de secrétariat, et je l'ai fait avec grand plaisir. Et il y avait 1000 participants, c'est incroyable, venus de l'Europe entière. Alors, c'est un français, donc il y avait quand même fait. Alors, d'autres corsets, donc William Bunel qui avait créé le corset de Newton, et vous retrouvez cette position très ensiphose qu'on avait tout à l'heure dans le cadre d'Abbott d'origine. Donc c'est un moulage en cadre, un moulet en cadre, et utilisait l'orthoplast, la création du body jacket. Ici vous avez Jacques Chenot, ça c'est quand il était au congrès de Lyon en 2009, c'est sorti de Lyon en 2009, avec les différents points, c'était du 3 points multiples, le Chenot, les expansions, mais la grosse difficulté était de réaliser ces 3 points multiples, savoir quelle vertèbre on allait faire tourner, etc. En fait, il y a énormément de corsets en Europe, c'est le corset qui est le plus utilisé, mais chaque fois que Jacques Chenot envoyait un, il disait que ça c'est pas un chameau, ça ressemblait plus au body jacket qu'on a vu tout à l'heure de Bunel à un véritable chemin. Et c'est ça, c'est le gros problème, c'est que certains corsets sont opérateurs dépendants. Et c'est toujours, ça introduit toujours une marge de manœuvre beaucoup trop large. C'est comme dans la mesure où il n'y a pas un protocole relativement précis, il n'y aura pas de fiabilité dans l'utilisation, ça dépendra de la technicité de l'appareil. Et John Hall, donc en 1973, avec Bill Miller, va créer le corset de Boston. Vous voyez qu'il y a toujours cette psychose qu'on retrouvait dans le cadre d'Abbott, dans le body jacket. On retrouve cette psychose lombaire dans les premiers modules, et puis quand même les modules suivants ont été un petit peu plus heureusement.
Actuellement, on utilise pratiquement plus les modules, tous les Boston sont faits, customisés à partir d'un moulage réalisé directement sur le patient. Alors, le corset de Boston de John Hall n'est pas né de rien du tout, il y a toujours une tradition orthopédique dans la vie. En 1935, vous voyez déjà ce corset qui reprenait un petit peu les principes du Boston. C'est une évolution. Hein, c'est pas à un moment donné que le corset va venir à surgir du néant. Non, il y a toute une évolution, une tradition. Et c'est pour ça que on dit souvent, on connaît bien une science que lorsqu'on connaît son histoire. C'est parce qu'il faut connaître plus le processus qui a amené au changement, aux modifications. C'est souvent plus intéressant que d'apprendre bêtement l'innovation même. Corset Charleston avec Frédéric Reed et Ritter, donc avec ce pending. Alors, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans ces imperfections qu'on a vues tout à l'heure, avec un élément qui m'a toujours un petit peu embêté, c'est que la tête n'était plus dans l'axe de la colonne. Donc, moi, je n'ai jamais vraiment utilisé Charleston, j'ai fait Charleston, mais parce que c'était un grand bending hypercorrecteur latéral, et la tête était toujours dans l'axe. J'ai toujours pensé, peut-être que j'ai tort, que c'était mieux d'avoir la tête dans l'axe du bassin, alors que là, la tête part complètement de côté. Mais bon, ça a été décrit comme ça. Donc, vous voyez que dans toute cette longue histoire, la majorité des corsets, quand même, sont des corsets asymétriques. Et même dans le corset lyonnais, ou le Milwaukee, vous êtes, il y a une pelote qui est comme des pelotes latérales, donc il y a quand même que Milwaukee n'est pas un corset totalement symétrique. Et le corset lyonnais, l'apparence externe est symétrique, mais le plâtre est asymétrique. Donc c'est l'asymétrie qui prédomine, et c'est bien logique, puisque la scoliose est une déformation asymétrique. Donc là, vous avez l'armbresse, donc en polycarbonate asymétrique, avec, on y reviendra peut-être, une méthodologie de fabrication qui permet une relative fiabilité. Donc, que retenir de cette historique? Bien sûr qu'elle est très dépendante de la technologie, que la conception, toute la partie intellectuelle a évolué progressivement au fur et à mesure que les moyens d'investigation devenaient plus perfectionnés. Et c'est vrai que c'est Röntgen, avec la radiologie, qui a changé beaucoup dans l'approche, dans la mesure où on pouvait voir la déviation de la colonne. Ça a changé énormément. Donc, moyen d'évaluation. Tout le concept de posturologie, et puis l'offre des soins avec la création il y a 200 ans de ces centres spécialisés. Alors, c'est vrai qu'actuellement, ces centres ont tendance à disparaître parce que la technologie permet de faire de l'ambulatoire, donc les patients ne restent plus à l'hôpital, si je puis dire, mais ça c'est lié au développement de la profession médicale. Il y a beaucoup plus de médecins qui s'intéressent à cet aspect-là qu'autrefois. Les choses changent, il faut évoluer, Internet, des tas de possibilités qui n'existaient pas auparavant. Voilà, on a fini cette première partie.